Alors, bonsoir à tous. Deuxième conférence sur le capitalisme. Aujourd'hui, je vais resserrer la focale sur les aspects économiques du capitalisme et argumenter l'idée que le capitalisme est, de par sa constitution économique, voué aux crises. Voué aux crises. Bon, le thème de la crise, il est omniprésent dans le débat public depuis des décennies, depuis les années 70 au moins. Lorsque vous vous en souvenez peut-être, les pays exportateurs de pétrole ont multiplié par 4 le prix du baril. Bien. À l'époque, d'ailleurs, cette affaire a donné lieu à une belle opération de désinformation monumentale, puisque on nous a fait passer la crise du système économique, la crise économique, on l'a mis sur le dos du renchérissement du pétrole. Je n'insiste pas, mais en réalité, le renchérissement du pétrole, il a joué bien peu dans cette affaire-là. Bon, le mot crise, vous avez différentes façons de l'employer. Par exemple, vous parlez de crise quand le PIB connaît une chute brutale. Mais vous dites aussi c'est la crise, enfin plutôt la sortie de crise, quand le PIB reprend des couleurs. Par exemple, en juillet 2013, François Hollande déclare que nous sommes dans une période de reprise. Donc là, implicitement, il est sur l'idée de la crise conjoncturelle. Sauf que cette façon d'utiliser le mot crise, elle ne correspond pas au vécu de la population dans son ensemble, au vécu de millions de gens. Le vécu, c'est du chômage, c'est de la précarité, de la désindustrialisation, le développement des inégalités, le recul des services publics, la désertification des territoires, j'en passe. Et toutes ces évolutions, la population les vit étant depuis longtemps maintenant installée dans la durée et ne faisant que croître et embellir. Des évolutions qui ne font que croître et embellir. Donc en fait, il y a deux acceptions du mot crise. Vous avez le mot crise comme crise conjoncturelle. C'est donc là un moment ponctuel au cours duquel se produit un certain basculement des choses, de certaines réalités économiques, etc., PIB, etc. C'est quelque chose de relativement limité. Et puis, au bout d'un certain temps, comme disait Chirac, nous reverrons le bout du tunnel. Et puis, vous avez la crise structurelle, qui, elle, est installée dans la durée et qui est une accumulation entêtante, permanente de difficultés. C'est cette crise-là, c'est cet aspect de la crise sur lequel je vais m'appesantir. Deuxième idée, cette notion de crise, elle ne se comprend vraiment que si on l'envisage dans le cadre de la notion de cycle. Je ne vais pas approfondir, je mentionne cette idée de cycle. Alors, cycle ou onde de croissance ou cycle. Par exemple, Ernest Mandel, qui est un marxiste connu du XXe siècle, il a repéré depuis le début du XIXe. Donc, début du XIXe, en gros, c'est après la Révolution française, que le capitalisme a été en proie à des zones de croissance économique rapide. Alors, onde de
croissance économique rapide, ici 1848-1873, 1894-1913 et 1948-1966. Mon document ne va pas au-delà parce que Ernest Mandel, lui, il écrit en 1974. Et je n'ai pas pris la peine de l'actualiser. Et il a repéré également des ondes de croissance ralenties. 1823-1847, 1874-1893, 1914-1939 et 1967- et là il n'y a pas de fin. Nous y sommes encore. Nous sommes depuis près de 60 ans, et ça c'est une particularité spectaculaire par rapport à tout ce qui est dit avant, où les périodes elles tournent plus ou moins autour de 20-25 ans. Ça c'est les pays occidentaux, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Mandel, il commence au 19e. Hein. Donc c'est l'Europe occidentale. Là on est sur 20-25 ans, des fois un tout petit peu moins, 19, 18. Voilà. Mais sinon, on est sur cette longueur-là dans les périodes. Et celle qui est la dernière, elle dure depuis 1967, la crise de profitabilité qui s'est manifestée au tout début aux États-Unis et qui s'est élargie assez vite, en 2, 3, 4 ans, il s'est élargi à l'Europe et qui a été documenté. Je vous ai déjà parlé de cette affaire-là, qui a été documentée par l'INSEE dans un document intitulé Fresque historique du système politique, publié dans les collections de l'INSEE. La première remarque que l'on peut faire par rapport à ça, c'est qu'un système qui articule, qui enchaîne de cette façon-là des périodes de crise, des périodes de reprise, etc., ne peut pas se targuer d'être un système stable et de représenter une solution. Et il faut chercher des causes générales à cette succession d'ondes de croissance ralentie ou d'années de crise économique. Pour argumenter mon affaire, je vais partir d'un bloc définitoire du capitalisme en 4 éléments. Alors, je vous sors ça aussi. En 4 éléments, que je n'ai pas mis dans une droite, hein, dans une flèche ou dans un cercle. Je les ai placés comme ça, sans structure surplombante forte. Le premier élément du système, c'est la propriété privée des moyens de production et d'échange. Propriété privée. Le deuxième, qui est une conséquence directe du premier, c'est l'existence d'une classe, d'un groupe de personnes qu'on appelle le prolétariat et qui n'est propriétaire d'aucun moyen de production et d'échange, mais qui par contre est propriétaire quand même de quelque chose, il est propriétaire de sa force de travail. Il est condamné au salariat, le prolétariat. Il est propriétaire de sa force de travail, condamné au salariat. Le troisième élément, c'est l'appropriation privée des produits du travail des salariés. Les salariés produisent des marchandises
dans l'entreprise, ces marchandises, elles ne leur reviennent pas, elles reviennent, la disposition de ces marchandises, elle revient au capitaliste. Et le quatrième élément, eh bien, c'est le règne de la marchandise, de l'échange et de la concurrence. De l'échange et de la concurrence. 1, 2, 3, 4. Les relations fortes, c'est de 1 vers 2. La propriété privée des moyens de production, elle entraîne de manière très forte la propriété, le fait que le prolétariat n'est propriétaire de rien, si ce n'est de sa force de travail. Et la propriété privée entraîne aussi, de manière très forte, l'appropriation privée des marchandises produites dans l'entreprise. L'appropriation privée, elle débouche finalement sur le règne de la marchandise, l'échange et la concurrence. Et tout cela eh bien, baigne dans l'élément de la monnaie. Le mot que j'ai écrit en travers, c'est le mot monnaie. Je n'ai pas eu le courage de dessiner des écus ou des dollars ou des euros. Donc j'ai mis monnaie. Donc c'est l'élément d'intermédiation généralisée, je vais y revenir. Voilà la définition de laquelle je parle. Jean. Ouais, vas-y. J'y vais. Il me laisse avant. Alors, mon plan, il va donc être le suivant. Je vais avoir un plan en 3 parties. Première partie, c'est le règne absolu de la marchandise. Premier élément que je vais développer et où je vais avancer l'idée que ce règne de la marchandise, il est en lui-même un facteur de crise, de déséquilibre. C'est une première facette du capitalisme, de son essence qui en fait un système instable. Deuxième partie, toujours sur l'essence du capitalisme, le système est régulé par le taux de profit. Et on va voir en quoi cette régulation par le taux de profit est un facteur d'instabilité. Et troisièmement, c'est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit qui est le troisième facteur d'instabilité. Donc, système capitaliste voué aux crises. Le règne absolu, donc, de la marchandise, première partie. Le capitalisme, évidemment, c'est le mode de production qui a poussé le plus loin le règne de la marchandise. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de regarder avant que ce règne de la marchandise soit total et complet. Avant, c'est quoi? C'est pas tout à fait le capitalisme, ou alors on appelle ça, peut-être d'autres appellent ça le proto-capitalisme, etc. Mais disons que avant le capitalisme tel que nous le connaissons, qui est caractérisé par la production marchande capitaliste, ça c'est notre système d'aujourd'hui, depuis le 16e, 12e siècle, mettons, et puis de plus en plus au fil des siècles, bien sûr. Avant ça, on a ce que Marx appelle la production marchande simple. Il appelle aussi cela l'économie naturelle ou primitive. Tout ça, vous le trouvez dans le Capital. Définition, dans une économie dite de production marchande simple, économie naturelle, primitive, les producteurs produisent des objets qui sont destinés à satisfaire leurs propres besoins. Par exemple, l'agriculteur qui travaille la terre va consommer
sa propre production. On appelle ça l'autoconsommation. Tout en fabriquant ses propres outils. Dans une économie marchande, c'est différent. Au contraire, les produits que réalisent les producteurs, ils sont tout de suite destinés à l'échange. Ils sont destinés à être vendus pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre, et pas ceux du producteur. Et cette vente, elle va permettre aux producteurs d'acheter avec le produit de la vente d'autres produits, d'autres marchandises qui vont satisfaire ses propres besoins à lui. Donc, vous voyez, ça, c'est un système différent, et je fais remarquer au passage, c'est dans ce système-là que vous avez l'intermédiation permanente de la monnaie. Un exemple, au Moyen-Âge, ou vers la fin du Moyen-Âge, un forgeron doit d'abord vendre les outils qu'il a forgés avant d'acheter quoi que ce soit d'autre. À la différence de la situation de la production marchande simple qui remonte au XIIe, XIIIe siècle, où la monnaie n'a pas encore d'ailleurs non plus acquis le rôle qu'elle aura après. Donc, Marx décortique tout ça dans le Capital, et à l'issue de cette discussion, il dégage deux notions, la notion de valeur d'usage et celle de valeur d'échange des objets. La production naturelle, dit Marx, est organisée autour de la production de valeurs d'usage qui correspondent directement aux besoins subjectifs des producteurs-consommateurs. Les échanges entre producteurs se font sous la forme d'échanges de travaux. Excusez-moi, c'est dans la production naturelle. Et dans la production marchande, au contraire, la production marchande doit être vendue sur le marché, et c'est sur le marché que va se révéler sa valeur d'échange, son prix, si on veut, qu'on peut exprimer par rapport à d'autres marchandises ou en monnaie. La production donc et la consommation sont séparées. Dans le tout premier exemple, l'agriculteur qui travaille la terre et qui va consommer sa propre production, consommation, sont adossés au même agent. C'est l'agriculteur qui travaille la terre. Ici, dans la production marchande, l'achat, la vente sont éparpillés entre une multitude d'agents économiques. Donc les échanges entre producteurs ne se font plus sous la forme d'échanges de travaux, comme dans la production marchande simple, mais sous la forme d'échanges de marchandises. La voilà, la marchandise et son règne. Et c'est là où nous avons, avec le règne de la marchandise, le règne aussi de la monnaie. Bien sûr, l'échange marchand, la valeur d'échange, la valeur tout court, la valeur d'usage, Marx détaille tout ça, discute tout ça, et il mentionne une impasse éventuelle dans laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui encore, des camarades tombent tout seuls sans qu'on leur demande rien. C'est que si la valeur est une fonction du travail, du temps de travail socialement nécessaire, alors est-ce que ça veut dire que les unités de production qui sont dépensières en temps de travail vont pouvoir vendre plus cher? Donc, bien sûr que non. Marx dégage une notion qui est tout à fait particulière, c'est celle non pas de temps de travail tout court, mais de temps
de travail socialement nécessaire, c'est-à-dire c'est un temps de travail moyen dans des conditions socio-techniques, socio-économiques moyennes dans une société qui permet comment dire, c'est ce temps de travail moyen qui va être pris en compte et qui va faire en sorte que les unités dépensières en temps de travail, elles vont être pénalisées. C'est le temps de travail socialement nécessaire qui va être pris en compte. Donc il faut s'approcher du temps de travail socialement nécessaire, sinon on est pénalisé. Je ne vais pas plus loin dans cette discussion. Dans le Capital, vous avez une discussion de cette affaire-là. J'insiste sur les notions que j'ai manipulées, là, c'est valeur d'usage, valeur d'échange, valeur tout court. Voilà. Hein. Donc, la valeur, c'est le quantum de temps de travail socialement nécessaire. La valeur d'usage, c'est l'utilité que présente une marchandise pour des personnes. Et la valeur d'échange, c'est encore autre chose. C'est une valeur que prend la valeur de la marchandise en fonction des conditions du marché ou en fonction des caractéristiques de la marchandise. Je vous donne un exemple. Si une entreprise met sur le marché une marchandise dont l'intérêt est déclinant, parce que cette marchandise, elle est obsolète, elle est dépassée par la technique, par les dernières techniques, eh bien, l'épreuve du marché, ça va se traduire par des prix déprimés par rapport à la valeur de la marchandise. Le consommateur, les consommateurs vont bouder un produit qui est dépassé par un autre. Ou bien, autre cas de figure, vous mettez sur le marché un produit, mais il est rare, très rare. Eh bien, cette rareté, elle va faire en sorte que la valeur d'échange va avoir tendance à se mettre au-dessus de la valeur en fonction du temps de travail socialement nécessaire. Dernier cas de figure, ça peut être une entreprise qui n'a pas la configuration technique au niveau des autres et qui va essayer de placer ses produits, de gonfler autant qu'elle peut les prix, et les consommateurs ne vont pas la suivre, puisque la marchandise en question, elle est peut-être réalisée selon les règles de l'art, mais elle ne correspond pas à des canons de performance qui sont attendus sur le marché. Donc je résume cette première série d'idées. Je vais la résumer sous l'éclairage de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la contradiction entre valeur et valeur d'échange. Valeur, je le répète encore une fois, la valeur c'est en fonction du quantum de temps de travail socialement nécessaire. La valeur d'échange, c'est une valeur qui se manifeste lors de la mise sur le marché. Le résumé, c'est le suivant. Vous avez une généralisation de la production marchande dans le contexte de la propriété privée. Cela déjà pose un problème de coordination à l'échelle macroéconomique, propriété privée, éparpillée. Il peut se faire que certains produits manquent, ou bien inversement qu'ils soient surabondants, donc
une contradiction là aussi. Autre contradiction encore, c'est celle qui peut se faire jour entre le travail privé et le travail social. Ce que je veux dire par là, c'est que des marchandises qui sont présentées sur le marché par des entreprises ne vont peut-être pas remporter l'épreuve de la mise sur le marché. Et elles ne trouveront pas preneur. Et donc, le travail social dépensé pour les produire, eh bien, ne va pas être considéré comme un travail, on va dire, socialement utile. Dans ce cas, les travailleurs concernés, les travailleurs privés, éparpillés dans les unités de production diverses et variées, eh bien, on peut considérer qu'ils ont travaillé en vain, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire valider socialement leur production sur le marché, pour la raison qu'elle ne correspond pas aux besoins concrets du marché. Donc là, source de blocage, c'est là où je veux en venir. Nous avons, dans cette première caractéristique du capitalisme rapporté à la question de la marchandise, dans le cas de l'appropriation privée, nous avons une première source de blocage du système, à savoir que la production ne puisse pas être écoulée sur le marché, et c'est alors une possibilité de crise, à tout le moins un facteur de crise, un élément de déséquilibre ou de déstabilisation. La production marchande capitaliste, ou l'économie marchande maintenant, quand elle est arrivée à son apogée ou à son régime de croisière, elle se caractérise par l'objectif omniprésent de l'accumulation d'argent. Vous savez, la formule de Marx, A doit donner A' dans le capital. Vous vous souvenez peut-être de cette formule que j'ai moi-même reprise plusieurs fois. Donc, A investi par le capitaliste doit donner A', sous-entendu A' supérieur à A, évidemment. Sinon, évidemment, le système ne fonctionne pas. L'économie marchande, elle est donc caractérisée par la recherche obsessionnelle de l'accumulation, et le règne de la marchandise dans cette foulée-là, il se radicalise. Il se radicalise au point que même la force de travail devient une marchandise. Même la force de travail devient une marchandise. Et au point aussi où les producteurs sont de plus en plus séparés les uns des autres. Dans l'économie naturelle, vous avez une relative cohésion des artisans. Dans l'économie marchande capitaliste, entre les prolétaires et les capitalistes, il y a peu de cohésion, et entre les PME elles-mêmes, il y en a peu aussi. Cette radicalisation, le circuit de cette radicalisation, c'est au départ, tout part de la propriété privée, de la concurrence qu'elle engendre, de la recherche à tout craint de la diminution des coûts de production qu'elle entraîne, de l'augmentation permanente des échelles de production auxquelles elle aboutit. C'est la conséquence de la recherche de la diminution des coûts de production, et au bout du bout, eh bien, c'est l'augmentation incessante de la part du capital dans le capital total mis en œuvre. La part du capital constant, des machines, des matières premières, le travail mort, dit-on aussi.
Ça, c'est une logique qui est imparable. Et cette radicalisation, elle joue aussi sur la monnaie d'ailleurs. La monnaie qui s'impose de manière vraiment exclusive dans l'économie. Nous en vivons encore aujourd'hui quelques exemples. J'en vois pas là tout de suite qui me reviennent en tête, mais moi je suis frappé de temps à autre par le fait que des choses qui se faisaient en dehors du circuit marchand en viennent à être obligées de se faire dans le circuit marchand. Alors, au jour d'aujourd'hui, bien sûr, nous sommes au XXIe siècle, les exemples ils sont plutôt marginaux, bien sûr, mais vous prenez le cadre associatif. Dans le cadre associatif, il y a des choses que l'on faisait sans passer par le circuit marchand qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a 10, 15, 20 ans, je dirais qu'on pouvait assurer la sécurité d'un rassemblement sans passer par le circuit marchand. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut faire appel à une entreprise. Je pense qu'il y a 10, 15, 20 ans, on pouvait faire encadrer des groupes d'élèves qui partaient en déplacement par des personnes, disons, sans qualification particulière, etc. Je pense qu'aujourd'hui, non. Il faut mettre en ligne, il faut trouver des personnes qui ont, s'ils ont des diplômes, ça je ne pense pas, mais tout au moins des agréments. Des agréments délivrés par telle ou telle autorité, l'inspection académique, etc. On ne peut plus faire ce qu'on veut, tout passe, et des personnes qui ont des agréments, eh bien, des associations vont vous les proposer. La Ligue de l'enseignement, la Ligue de ceci, de cela, etc. Elle va vous les proposer, et en échange d'une petite gratification. Donc là, on est dans un circuit marchand. On est tombé. Mes exemples, ils ne sont pas massifs, hein, ils ne sont pas. C'est des exemples que l'on peut en trouver aujourd'hui, après le déferlement de la logique marchande sur l'ensemble de l'économie pendant 2 siècles. Résumé donc de cette deuxième série d'idées, de ce deuxième développement, je le place sous l'éclairage de la notion de monnaie, de la notion de capital, d'accumulation. Le capitalisme étend le règne de la marchandise à tous les domaines, y compris la force de travail et la monnaie, en donnant pour but à la production l'accumulation d'argent. Il déconnecte des besoins. C'est très important, je répète. L'accumulation d'argent comme objectif suprême, la déconnexion des besoins, mais il permet, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer, un développement inédit des forces productives. Marx, dans le manifeste du Parti communiste, ou bien dans le Capital, ne tarit pas d'éloge sur la croissance, le développement de la productivité du travail, des forces productives, dont le capitalisme peut faire preuve. Mais avec un côté, le tableau, le côté gris de la chose, c'est avec ce risque permanent d'inadéquation entre la production de marchandises et les besoins concrets. Quand je dis production de marchandises, je pourrais aussi bien dire production de valeur d'échange.
Et quand je dis besoin concret, je pourrais aussi bien dire la demande de valeur d'usage de la population. Donc, valeur d'échange, valeur d'usage, c'est pour reprendre des notions que j'ai utilisées au début. Et donc, on peut observer du fait de ces déséquilibres dont le système est porteur, on peut observer des crises soit de surproduction, soit, je devrais commencer par là, soit de sous-consommation. Quand l'écart entre les valeurs d'usage mises sur le marché ou les valeurs d'échange avec les valeurs d'usage dont elles sont porteuses mises sur le marché, quand cet écart est trop important, eh bien, il n'y aura pas de preneur aux marchandises, il y aura sous-consommation. Il y aura aussi sous-consommation quand les salariés ne seront pas en mesure d'acheter les marchandises en question. Et ça, la sous-consommation, c'est quand on regarde les choses du côté des marchandises. Et si on les regarde du côté du capital, eh bien, ce sera la surproduction. À la sous-consommation va correspondre la surproduction. Donc le capitalisme prête le flanc aux crises de deux manières. La première manière, c'est par les échecs de la coordination marchande, l'anarchie du marché, c'est le premier développement de tout à l'heure, par lequel j'ai commencé. Et puis, la deuxième façon, c'est par la surproduction liée qui rencontre une sous-consommation. Pour qu'il y ait surproduction, il faut qu'il y ait sous-consommation. Alors là, il y a des débats infinis. Et on n'a absolument pas la possibilité d'évoquer ici, mais des débats infinis entre marxistes sur cette question des crises de sous-consommation, de surproduction, comment apprécier tout ça. Là, je me limite à des qualifications superficielles. Mais si vous voulez rentrer dans certains détails, la littérature marxiste regorge d'articles sur cette question. Et je pourrais vous donner des références significatives. Parvenu à ce stade, je vais moi passer à ma deuxième partie, mais je vous indique que les trois conférences que j'ai faites en mai 2024 sur le fétichisme chez Marx sont extrêmement utiles à lire dans la foulée de cette première partie. Alors, deuxième partie, plus rapide, sauf si Jean veut entamer la discussion. Vas-y, écoute. Allez, je continue. Oui. La deuxième partie, c'est le système économique régulé par le taux de profit. Nous devons mobiliser cette notion de taux de profit. Pourquoi? Parce que les crises du capitalisme dues à l'anarchie des marchés ou bien dues à la sous-consommation, ce que je viens d'évoquer. Il y a eu une période où on a essayé de surmonter ça. C'est laquelle? C'est en gros les 30 glorieuses. C'est la période au cours de laquelle c'est l'économie keynésienne qui occupait le haut du pavé. Et une période au cours de laquelle, il faut bien dire, cela a assez bien marché. Sauf que cela a fini par foirer aussi. Dans les années, je le disais, je le montrais tout à l'heure, dans les années 60, eh bien, on a vu réapparaître, Keynes ou pas Keynes, on a vu réapparaître aux États-Unis
une crise de profitabilité des affaires qui s'est répandue à l'Europe rapidement. Donc, gérer l'anarchie des marchés et les crises de sous-consommation, ça ne suffit pas. Il faut parler du taux de profit. Le taux de profit, il est considéré par Marx comme un régulateur central du système capitaliste. Quand les perspectives sont bonnes, dit-il, les investisseurs affluent, sinon, bien sûr, ils sont réticents. Je rappelle, avant d'entrer dans un certain détail, d'où vient le profit, mais rapidement. Pourquoi? Parce que je l'ai évoqué dans la 3e conférence sur le fétichisme en mai 2024, donc je n'y reviens pas. Le taux de profit, en langage simple, on peut dire, c'est la différence entre le prix de vente d'une marchandise et son prix de revient. Ça, c'est une manière de dire les choses qui n'est pas... On va pas dire qu'elle est fausse, on va dire qu'elle est en langage simple. En langage marxien, le profit, c'est la partie de la plus-value créée par les travailleurs pendant le procès de production qui ne leur est pas versé. Pendant le procès de production, les travailleurs créent une certaine valeur. Ils ne récupèrent qu'une partie de cette valeur. Ils leur est versée sous forme de salaire. Et l'autre partie, eh bien, elle leur passe sous le nez. C'est là la plus-value. C'est cette autre partie qui constitue la plus-value. Pourquoi ce miracle? C'est parce que, là aussi, je ne peux pas rentrer dans les détails, je me contente d'affirmer une chose qu'il faut aller voir dans le Capital, par exemple, ou bien dans ma 3e conférence sur le fétichisme. La force de travail, elle a une particularité à nulle autre pareille, c'est qu'elle rapporte plus qu'elle ne coûte. Elle rapporte plus qu'elle ne coûte. Elle crée plus de valeur qu'elle n'en coûte. On peut dire que la valeur d'usage de la force de travail, c'est ça. C'est de créer plus de valeur qu'elle n'en coûte. C'est toujours vrai? Ah bah oui. Ah ouais. Ah oui. Oui. Non mais... Oui, c'est sa caractéristique fondamentale. Sinon, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un capitaliste emploierait une personne dont la force de travail ne rapporterait pas plus qu'elle ne lui coûte. Je ne crois pas. Oui. Plus que son salaire. On va dire, hein. On va dire comme ça. Le salaire brut. Je ne pense pas qu'un capitaliste ferait une chose pareille. Au contraire, par exemple, il va chercher des gens comme cadres qui sont supposés être formidables, sortant de je ne sais trop quelle école, susceptibles de lui trouver des trucs pas possibles sur le plan technique, ou bien sur le plan commercial, etc. Il va chercher des gens dont la valeur de la force de travail, pour lui, est supposée supérieure, au maximum. Voilà. Non, oui. Juste un détail pour illustrer, tu vois. Marcel Dassault, le père, celui sous De Gaulle, a dit une fois: je n'utilise pas d'employé qui ne me rapporte pas 15 fois son salaire. 15 fois Donc lui, il allait carrément. Alors effectivement, il s'agissait d'une branche d'industrie. Oui, l'aviation. On sait pas. Bien sûr. Tu ne peux pas appliquer ça au boulanger, tu vois. Non. Mais ça te donne une idée. Il faut que je la retienne. Comment il faut frapper, tu vois. Il faut que je la retienne. C'est qui dit ça? Marcel Dassault. Marcel, le vieux. Dassault.
Ce qui est allé dans le cadre. Oui, c'est Oui, ça. mais C'est oui, ça ça. ne m'empêchait pas de Ah, lancer périodiquement un truc au PC Ouais. en souvenir. C'est vrai. Ouais, C'est- ouais. c'est- Ah, bon. C'est les communistes qui l'avaient tiré de la. Marcel Tu Dassault. vois, C'est pas mal, ça. C'est un bel exemple. Alors, il y a peut-être des salariés qui rapportent moins qu'ils n'écoutent, hein. Ça va. Mais on va dire que ce sont des cas pathologiques, ou des cas, ouais, Des membres de la famille, par exemple, peut-être. qui sont payés à rien faire. Aujourd'hui, ça a changé. Hein. les profs. Ben, c'est ce que j'allais te Ah. dire. Les gens, parce que tout ce qui est administratif, tu ne peux pas juger mathématiquement qu'est-ce qu'il rapporte. Bien sûr, bien Hein, sûr. Directement, non, bien sûr. directement. Non. Et j'étais en train de me dire, c'est peut-être un des motifs qui explique souvent les critiques comme ça, les fonctionnaires, ça peut expliquer Oui, mais ça. on peut l'argumenter de biais. C'est-à-dire, par exemple, l'insertion des jeunes de 18-25 ans, elle est d'autant meilleure que leur niveau de diplôme est élevé. Et oui. Oui, d'accord, mais je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, c'est moins. C'est moins palpable. C'est moins palpable. C'est quoi. moins concret. Alors Bah, que- ça l'est moins parce que c'est uniquement collectif. Voilà. C'est collectif. Voilà. Autrement dit, collectivement, les profs fabriquent de la force de travail. Donc, Voilà, d'accord. Pour le dire Voilà. que. Mais Voilà. et je pense Non, que c'est- c'est une des raisons qui fait que bon, les fonctionnaires, enseignants, les infirmiers, Bien ce que sûr, tu veux, bien sûr, bien sûr. se posent. Ouais. Mais Alors, les infirmiers, non, quand ils sont dans le système Non, public, Public. là, ça redevient collectif, bien sûr. bien sûr. Oui, Bon. ouais, ouais. Mais, Mais les sinon, autres, non. bah non. Bien Là, sûr. là Oui, c'est là, on voit bien directement la le différence. profit. Là, on voit bien la différence. Mais le truc de Dassault, c'est le meilleur. Ah ouais, c'est c'est je connaisse. vraiment, c'est clair net, c'est 15 clair fois net. le salaire. Voilà. Et, mais Petit finalité, c'est con. ajoutons l'espèce de top 5, top 10, top 50, tout ce qu'on veut, que les grandes entreprises ont, hein, pour les gens, pour les cadres. Peut-être pas pour les employés, les ouvriers, on est d'accord. Quoique, il y a des BEP ou des bacs pro qui sont très recherchés. Il ne faut pas croire. Bien sûr. Il y a des BEP bacs pro, attention, ça ne rigole pas. Et qui sont embauchés avant la sortie. Parce qu'ils ont fait des stages, etc. Ils ont des promesses, etc. Bon, mais c'est surtout spectaculaire pour les cadres industriels ou commerciaux, ou de gestion des ressources humaines, etc. C'est surtout spectaculaire parce que là derrière, c'est les grandes écoles, etc. HEC, Sciences Po, Polytechnique, l'école des mines, etc. Bon. Et là, il y a un top 5, un top 10, un top 50, etc. Et là, ça veut dire que les chefs d'entreprise, ils considèrent que les personnes qui sortent de ces écoles, eh bien, elles sont bankable, elles rapportent du fric. Voilà. Mais je crois qu'il faut voir quand même le côté collectif du coût de la force de travail. Parce que les enseignants, ils en font partie, contribuent à donner des niveaux aux ingénieurs, techniciens, etc., aux salariés. Je veux dire, il y a tout ce truc qui rentre dans le coût social, et donc qui rentre dans les frais, je parle pour les capitalistes, la force de travail, qui est indispensable. C'est ce que je veux dire, voilà. Je n'ai pas été assez clair. C'est exactement ce que je veux dire quand je dis qu'il y a un top 5, top 10. Il faut aller rechercher les contributions des enseignants qui permettent qu'existe un tel top 5 ou top 10. Parce qu'il faut des élèves, des jeunes qui ont une formation
d'école, collège, lycée, pour qu'ensuite ils se retrouvent à l'école des mines et qu'ils tiennent la route. Donc ces jeunes-là, eh bien, ils ont eu un bac, ils ont fait l'école, le collège, le lycée, ils ont eu un bac, ils ont fait, etc. Ils se retrouvent à l'école des mines. Mais, encore une fois, je suis en train de décrire un parcours complètement collectif, puisque là, je suis en train de remuer un maelstrom fait d'instituts, de profs de collège, de profs de lycée, et puis ensuite pour aboutir, atterrir à l'école des mines. Voilà. Et qui est le meilleur là-dedans, dans cette longue chaîne? Ils sont tous bons, ils sont tous utiles. Je retire le meilleur. Et ça se complique en plus parce que tu as toute une tendance qui fait que la productivité dans les entreprises, alors, productivité, il faut toujours voir un truc. Marx disait que qu'est-ce qu'on appelle productif dans le capitalisme? C'est d'abord la production de capital. Absolument. Voilà. Mais cette productivité, elle est en grande partie déjà collective. Ça correspond à toutes les histoires d'équipes de travail, etc., où on sait très bien que le mec tout seul n'est pas productif. Bon. Ce qui fait que toute une partie du prétendu mérite personnel, etc., c'est du pipeau, c'est une façon de fragmenter la force de travail. Bon, c'est sûr. Ouais, donc, et là, c'est pas de la faute du service public, c'est de la faute, c'est dans l'entreprise elle-même que ça se passe. Ah ben bien sûr, c'est à l'intérieur de... C'est le poste de travail. C'est le poste de travail, bon. Mais c'est aussi vrai d'ailleurs, bon, des enseignants. Si tu veux. Oui. Bon. Qu'est-ce qui fait que, je sais pas moi, une université est ou pas productive de force de travail? C'est pas un mec, c'est évidemment une collectif. Tu vois, non, mais c'est le fait que fonctionne collectivement quelque chose. Qu'est-ce qui fait que je me suis barré de Rouen pour prendre un exemple personnel? C'est tout simplement que, en gros, sur 8 profs, on était 2 à essayer de préparer les mômes au CAPES. Alors là, tu vois. Bon, productivité personnelle. Donc la force de travail, elle rapporte plus que ce qu'elle coûte. Elle rapporte plus que ce qu'elle coûte. Et c'est cela qui est comme on dit Marx, le mystère ou le mystère de la plus-value. Je ne sais plus quels sont ces mots. Je rappelle la façon dont on écrit la formule du taux de profit. R égale PL, plus-value, sur, divisé par, C plus V. C, capital constant, machine, matières premières, bâtiment, etc. Et V, le travail, la force de travail. Donc R égale PL, P divise C plus V. Dans le fichier que je vais vous remettre, je discute les différents voies et moyens de maximiser le numérateur ou de minimiser le dénominateur de cette fraction. Je ne le fais pas ici, vous avez ça dans le fichier. Je résume très vite. Si on ramasse toutes les façons possibles de persuader le plus à nous, vous pouvez d'abord peser sur l'emploi. Peser sur l'emploi, le chômage. C'est ça que je veux dire. Peser sur le nombre d'emplois. Le chômage. Et oui, parce que quel est le mécanisme? C'est que s'il existe dans la société une armée, l'expression de Marx, armée industrielle de réserve, eh bien, les gens qui ont un emploi vont être amenés à se dire, si je rue
dans les brancards, on va rapidement me remplacer par un chômeur. Bon. Et encore aujourd'hui, un patron peut dire, si tu n'es pas content, tu prends la porte, il y en a d'autres qui attendent. Hein, voilà, ce genre de formule, d'expression, je crois que c'est précis. La première forme, peser sur l'emploi. Peser sur le temps de travail, bien sûr. Soit sur la longueur du temps de travail, soit sur sa densité. Sa densité, vous voyez ce que je veux dire par là, hein, les cadences. Et puis vous pouvez aussi peser sur les salaires, bien entendu. Hein. Il y a mille manières, ça peut être le patron lui-même qui le fait, qui diminue le salaire. C'est pas le plus simple, hein, parce que faire passer une baisse de salaire pour un patron, c'est pas gagné. Mais l'État peut s'y mettre. L'État peut rogner, diminuer, rogner les cotisations sociales. Il peut bricoler. Mais ça pose un sacré problème qui est d'actualité aujourd'hui, c'est que si tu payes les salariés au SMIC, les cotisations patronales sont payées par l'État. Ce qui fait aujourd'hui, qui pose énormément de problèmes, tout le monde le cite, hein, même des réacs dans les médias. En France, on a les salaires très bas. C'est-à-dire que il ne faut pas dépasser la limite, autrement on perd, qui sont assez importantes, des cotisations patronales, qui est du travail des salariés. Hein. Donc je crois, et aujourd'hui c'est en question parce que beaucoup d'entreprises ont joué sur ce jeu, et aujourd'hui ça pose des problèmes. La trappe au bas salaire. Et ça amène des problèmes qu'aujourd'hui on voit en permanence sur la précarisation des salariés. Parce que regardez, en permanence, moi ça fait un moment que je parle du logement, pas seulement le logement social, puisque j'ai informé les deux listes de gauche, voilà, même qu'un couple gagne 400 000 euros par mois, ben, par exemple à Nice, ne peut pas se loger. Et c'est pour ça que dans les réunions patronales, une où j'ai assisté, où ils expliquent qu'il y avait représentants de restaurants, hôtellerie et du bâtiment, on ne peut pas embaucher du personnel qualifié parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Et c'est un problème réel auquel ils sont confrontés. Donc il y a ces contradictions. Et aujourd'hui, j'écoutais, parce que j'avais un peu de temps, là, les infos, pareil, sur le logement, tout le monde en parle, pas seulement le logement social, hein, il y a quand même 40 000 demandes dans le département, 20 et quelques mille sur Nice, mais il y a tous les autres. Ouais. On ne peut pas embaucher des architectes, on ne peut pas embaucher des ingénieurs, on ne peut pas embaucher des serveurs qualifiés. Moi, j'ai discuté avec des restaurateurs, parce que c'est bien beau, tu prends un migrant, comme ils disent au black, c'est pas vrai, parce que dans des bons restaurants, il faut que le serveur il soit qualifié. Comme les cuisiniers, ça ne peut pas être. Donc il y a toute cette problématique. Et là, je vais plus loin, regardez les stations de ski. Ils ont des gros problèmes pour embaucher les saisonniers. Parce qu'ils ont des logements qui vont coûter 1 000 euros, ils vont toucher peut-être 2 000 euros par mois. Ça ne les intéresse pas avant, c'était pour se faire un peu plus d'argent. Et là, ça bloque. On a un gros souci en France sur ce côté-là, où on précarise la société. Donc, c'est les contradictions du système capitaliste. Absolument. J'insiste sur la dernière remarque que je faisais avant l'intervention, le rebond de Pierre. Donc la trappe au bas salaire, comment dire, lorsque j'ai fait la conférence sur les services publics, je crois bien, non, ou sur la dette publique, et vous avez le fichier,
J'ai fait une liste des... Non, c'est la conférence sur les services publics. Souvenez-vous, j'ai fait une liste des interventions de la puissance publique pour compenser les inégalités de salaire, de revenus. Je n'ai pas dit salaire à l'époque, mais j'ai dit de revenu national net, par catégorie de revenu national net. J'ai fait la liste des interventions de la puissance publique pour corriger ces inégalités. Bien. Et souvenez-vous ce qu'il y avait dans cette liste. Il y avait des interventions de l'État sur les cotisations sociales, la CSG. La CSG, c'est transformer une cotisation en un impôt. Vous avez des lois et règlements qui portent sur le temps de travail, sur les heures supplémentaires, sur l'intérim, sur le temps partiel. Et je suis sûr que ma liste pourrait être doublée ou triplée, sans doute, toutes ces choses-là, et qui oblige tous ces règlements, toutes ces lois, obligent les salariés à arbitrer dans leur parcours professionnel. J'ai fait une conférence il y a 2 ans ou 2 ans et demi sur le rétablissement de l'ordre social dans l'entreprise au tournant des années 90. C'était impressionnant. Dans les années 70-80, vous aviez une prédominance écrasante des CDI. Et dans les années 90-2000, même un petit peu avant, les CDI ont perdu leur place prédominante. Il y a encore des CDI, mais quelle part représente-t-il? Peut-être 50-60%. Il fut un temps, les CDI, c'était peut-être sur 15-80%, peut-être plus. Peut-être plus. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que les sous-traitants, les intérimaires, les temps partiels, les ceci, les cela, les auto-entrepreneurs, etc., tous ces gens-là ont pris une place, plus ou moins importante. Bien, elle a été prise au CDI. Tout ça, c'est une façon de rogner, soit directement, soit indirectement. Donc, je ne rentre pas dans les détails, dans le fichier, vous aurez une discussion là-dessus. Résumé de cette deuxième partie, le taux de profit dépend des proportions respectives de la plus-value, du capital constant et du capital variable. Et vous avez un lien entre la composition du capital, part de C, part de V, part du capital constant, part du capital variable, et le taux de profit. Pourquoi? Parce que entre C et V, il y a une belle différence. La belle différence, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit. C'est que V produit plus de valeur qu'il n'en coûte, rapporte plus qu'il n'en coûte. C, c'est pas ça du tout. C'est, bien sûr, que c'est, vous le payez une bonne fois pour toutes. On est bien d'accord. Vous achetez une usine une bonne fois pour toutes. C'est vrai. Mais, de toute façon, vous l'amortissez, vous êtes obligé d'amortir année après année. Tandis que le capital variable, la force de travail des salariés, eh bien, ça c'est une autre chose. Ça rapporte plus que ça coûte. Donc, plus V est faible dans la composition du capital, plus C est important et prédominant, plus, je répète, plus V est
plus C est prédominant, eh bien, moins vous avez une combinaison productive qui est moins susceptible de produire de la plus-value. Or, plus les capitalistes développent le capital constant au détriment du capital variable pour soutenir la concurrence, plus ils produisent ou ils mettent en œuvre, ils créent des combinaisons productives qui sont moins susceptibles de produire de la plus-value. Et là, on constate aujourd'hui quand même que le capitalisme a changé parce que le capital productif est moins rentable que les services. Quand on regarde ces multimilliardaires aujourd'hui qui ne produisent rien, mais qui vendent de la publicité et c'est des réseaux, s'enrichissent beaucoup plus que ceux qui ont l'usine et qui vont fabriquer des tracteurs ou autres. Donc il y a tout un phénomène, souvent j'interviens là-dessus, mais je vois que ce qui est rentable, c'est ceux comme, par exemple, les GAFAM, où ils se gavent à outrance, ils ne produisent rien, ils ne font que intermédiaire. Mais c'est lié à la finance. Hein. Alors, il y a effectivement un non-dit dans l'affaire. Le non-dit, il est le suivant, c'est que, je ne le dis pas, mais c'est ce que j'ai en tête, et je clarifie. Quand je présente le système économique capitaliste tel que je suis en train de le faire, le sous-entendu permanent, c'est que je parle de l'économie réelle. De l'économie réelle. Les entreprises, qu'elles soient industrielles ou tertiaires, on va dire qu'on peut y mettre les entreprises tertiaires, et même allons jusqu'à y mettre les services publics. Soyons fous, mettons-y les services publics aussi. Ils ont tout ce qui, peu ou prou, correspond à la production d'un bien ou d'un service. Production d'un bien ou d'un service peut être amalgamé dans ce que j'appelle l'économie réelle. Par contre, se situe à la frange ou aux marges de ce système les GAFAM. Les GAFAM parce que dans les GAFAM, il y a une partie matérielle qui est réelle mais qui n'est pas prédominante. Vous achetez un iPhone, bon, c'est vrai que ça va vous coûter 500 €, 10 €, d'accord? Mais ce qui est derrière, c'est bien autre chose. C'est des services, des abonnements divers et variés, quelquefois très très importants, le cloud, abonnement au cloud par exemple, d'Apple, au cloud de Google, au cloud, etc. Donc, ça les met à la marge parce que ils sont sur des zones économiques un petit peu particulières. Et puis surtout, échappe à l'économie réelle la finance. La finance. Le secteur financier qui, lui, défie les règles économiques courantes. Par exemple, les multinationales font 40% de leur chiffre d'affaires, pas de leur chiffre d'affaires, de leur plus-value sous forme financière, et que 60% sous forme venant de l'économie réelle. Et oui, 60-40. Ce sont des proportions qui donnent à réfléchir. Les 40% de question, attention, c'est de la spéculation, des produits financiers, ceux qui nous ont mis dans le caca en 2008,
etc. C'est tout ça. Hein. C'est tout ça. Ben, c'est ce que dit Marx, la dévalorisation du capital est indispensable pour donner la vraie valeur des biens. Je veux dire, c'est les contradictions du système capitaliste. Là. Bien sûr, j'y viens. Hein, excuse-moi. Là. J'y viens dans la troisième partie à propos de la baisse tendancielle, de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Donc, la deuxième partie, le résumé, c'est de dire les capitalistes s'engagent eux-mêmes, et il s'agit là d'un effet de système, ils s'engagent eux-mêmes dans une impasse puisque leur comportement consiste à augmenter la part du capital constant dans l'ensemble du capital mis en ligne, mis en jeu. Et c'est cela même qui crée des combinaisons productives qui sont moins susceptibles de dégager de la plus-value. Et j'illustre cette chose-là dans la troisième partie, qui, elle, porte sur la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Comment arrive-t-on à la baisse tendancielle du taux de profit? Marx montre une première chose. Il montre que la course au taux de profit le plus élevé possible et la soif d'accumulation de capital finissent par conduire du côté du capital à des situations de suraccumulation, je l'ai déjà dit tout à l'heure d'ailleurs dans la première partie, et du côté des marchandises à des situations de surproduction qui conduisent à la baisse du taux de profit. Comment ça se passe-t-il? Puisque seule la force de travail vivante produit de la valeur nouvelle et de la plus-value, et que la part de capital qui est dépensée pour l'achat des moyens de production, on vient de le dire, augmente par rapport à la force de travail. Eh bien, on a le schéma, la configuration qui crée la tendance à moyen et long terme à la diminution du taux de profit moyen. C'est-à-dire à la diminution du rapport entre la plus-value sociale totale, disons la somme de toutes les plus-values créées dans toutes les entreprises, rapportée au capital social total, c'est-à-dire à toutes les configurations productives de toutes sortes mises en œuvre dans toutes les entreprises. Ce rapport diminue inexorablement. Mais, dit Marx, en même temps, mais, dit-il en même temps, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit se heurte à des causes qui la contrecarrent. Il ne s'appuie donc pas sur cette loi pour prophétiser l'effondrement du système. Ça, je le fais remarquer en passant, c'est une interprétation que nous pouvons avoir. Nous pouvons quelquefois exciper de cette loi de la baisse tendancielle du taux de profit pour dire le système court à sa perte. Et Marx ne dit pas du tout ça. Il dit qu'il y a des causes qui la contrecarrent. Alors il y en a beaucoup. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas ça qui va mener le système à sa perte. Simplement, ce que dit Marx, c'est que les capitalistes, pris individuellement, ont tous le même péché mignon. Ils ont tous le même péché mignon, c'est que pour survivre, surnager, et bien tous, ils en viennent à augmenter la part de capital constant. Il s'agit là d'un effet de système, c'est là où il y a loi. Les capitalistes individuels sont tous confrontés à la
surnager ont tous les mêmes réactions. En gros, ils vont se dire, si je veux surnager, eh bien, il faut que je rogne sur le capital variable et que j'essaie, je le disais tout à l'heure, de porter ma production à une échelle nouvelle, peut-être la multiplier par 1, par 2, par 3, par 10, grâce à un nouvel équipement, par exemple. Bien sûr, il faudra que je trouve de nouveaux marchés, mais je les trouverai, etc. etc. Bien, ça peut être d'autres choses encore. La baisse du taux de profit, il faut revenir au rôle de l'État. Elle peut être aggravée par les politiques relatives à la force de travail. Par exemple, les embauches peuvent être limitées au strict minimum pour empêcher l'augmentation des salaires. Le capitaliste sait faire ça. L'État sait l'accompagner. On peut faire tendre le prix du salaire, le niveau du salaire, vers le prix, le strict minimum pour reproduire la force de travail. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La trappe à salaire, c'est une manière, disons, diabolique d'y arriver. C'est une manière diabolique d'y arriver, puisque l'État prend en charge les cotisations jusqu'à 1,6 SMIC, si je ne me trompe pas, et jusqu'à 1,6, l'État paie les cotisations sociales, sauf les retraites, je pense. Et la part cotisation patronale. Voilà. Parce que dans le bulletin de salaire, vous avez aujourd'hui, avant c'était global, mais on ne savait pas ce que la participation la patronale. Là, c'est pas les cotisations du salarié c'est ceux du patron. Après, je ne sais pas, il y a peut-être cotisation de chômage, il y a peut-être retraite, je ne m'en rappelle plus. Hein. Donc, et c'est ça qui constitue la trappe à salaire, puisque les patrons cherchent à toute force à rester en dessous de 1,6. Bon, donc l'État, il sait accompagner toutes ces choses-là. Le résultat, c'est, quoi qu'il en soit, le résultat, c'est que la part du capital constant augmente dans le capital variable, et ce faisant, puisque seul le travail vivant est créateur de plus-value, ce faisant, le taux de profit s'inscrit dans une tendance à la diminution. À un moment donné, il peut y avoir convergence de toutes ces évolutions au niveau macroéconomique. À un moment donné, toutes ces évolutions peuvent conduire à un blocage de l'accumulation, car non seulement les marchandises ne se vendent pas à un prix rémunérateur, mais sans doute les perspectives de profit sont dégradées. Et donc la solution, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle une dévalorisation du capital. Je vais rester sur la surface des choses là aussi. 3 formes de dévalorisation du capital. En tout cas, moi, je vais en distinguer 3, il y en a plus. Vous avez d'abord la mise en sommeil du capital. C'est la plus compréhensible pratiquement et concrètement. C'est-à-dire des équipements qui sont sous-utilisés. L'INSEE a un indicateur d'utilisation du capital. Elle en fait un indicateur, c'est un indicateur important pour l'INSEE, pour les milieux patronaux, etc. On sait dire, l'INSEE publie tous les 3 mois, on sait dire quel est le taux d'utilisation des capacités productives de l'industrie. Donc ça, on sait dire. Première forme, donc la mise en sommeil. La deuxième forme, c'est la mise en fonctionnement avec un taux de profit réduit. Et là, peut-être vous n'allez pas trouver les formes concrètes. Mettre en fonctionnement avec un taux de profit réduit.
Comment on se débrouille pour faire ça? Je vous le dis tout de suite, les patrons, ils ne vont pas se couper un bras et mettre en fonctionnement leur propre capital avec un taux de profit réduit. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. On a un exemple, presque caricatural, c'est en Angleterre. Non, vous ne trouvez pas. C'est les transports. En Angleterre, quand les transports publics, ferroviaires, ne sont plus rentables, qu'est-ce qu'on fait? On les nationalise. Et le tour est joué. Ils vont fonctionner avec un taux de profit de X, je ne sais pas lequel, bien sûr, mais mettons, je dis n'importe quoi, ne prenez pas ça comme argent comptant, mettons 5%, alors que quand le transport ferroviaire anglais est dans une logique privée, je dis n'importe quoi là aussi, mais je vais dire que le rendement espéré, il est au minimum de 10, à 2 chiffres, par exemple. Donc ça, et à la Libération, qu'est-ce qui s'est passé avec des tas de secteurs économiques chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas négliger le fait que nombre de nationalisations qui sont intervenues à la Libération et ensuite en France était une manière de régler un problème de suraccumulation du capital et de le dévaloriser. Donc, la nationalisation, il faut avoir les yeux ouverts sur la nationalisation. Ce n'est pas nécessairement une solution révolutionnaire, progressiste, révolutionnaire à 100%, tout dépend de ce qu'il y a derrière. Si on est juste dans une nationalisation bas de gamme, sans aucune forme de participation démocratique des salariés à la gestion des affaires, ça ne le fera pas. C'est ce qui s'est passé. Et c'est bien ce qui s'est passé. Il y a un aspect en Angleterre que j'ai connu aussi. D'abord, la cherté des transports publics. Mais là aussi, c'est comme ce qu'on veut faire en France, mais ça n'a pas marché aussi bien. C'est l'entretien du réseau. Parce que ceux qui ont pris les transports, le chemin de fer britannique, c'était rentabilité, transporter les gens, mais après, le réseau, on laisse tomber. C'est ce qui se passe en France. Et là, j'ai appris, là, à midi, il y avait le responsable du syndicat Sud, qui dit, la SNCF, elle fait des bénéfices aujourd'hui, et toutes les autres sociétés privées qu'on a appelées italiennes, espagnoles et tout, sont en déficit. Ah bon? Ouais. Parce qu'il y a le réseau SNCF facture quand même la remise en état de tout le réseau, qui est en très mauvais état. Et vous regardez que des fois, c'est un peu normal, c'est l'entretien, mais il y a la ligne Nice-Monaco qui souvent la nuit est fermée pour l'entretien, etc. Donc, mais là, on voit, et le ministre des Transports, Tabarot, quand il était à la région, il pousse pour la privatisation. Là, en tant que ministre des Transports, il pousse pour la privatisation. Mais il y a des résultats qui sont discutables. Et il y avait une ligne qui était italienne, qui faisait Marseille-Milan, qui ne s'est pas proposée pour prendre le réseau. D'abord, ils sont sortis du réseau parce que ce n'était pas rentable. Ah oui, très italien. Ouais. Et en sachant, voilà, en sachant qu'il y a un financement public pour le transport. Vous savez que pour les entreprises de plus de 11 salariés, on prélève une part on prend, c'est la région qui décide du montant du prélèvement. Après, il y a les communes. Enfin, il y a pour les entreprises, je crois, c'est au-delà de 11 salariés,
il y a un prélèvement assez important de financement public pour. Et là, on voit qu'il y a. C'est ce que j'ai vu ce midi, j'ai été assez surpris. D'accord. Et puis, la troisième forme de dévalorisation du capital, elle aussi, elle est assez facile à comprendre, c'est la destruction pure et simple. Donc la destruction pure et simple, c'est par exemple quand vous déclarez une entreprise en liquidation judiciaire, elle disparaît purement et simplement. Il y a simplement des machines qui vont être vendues à la casse, qui vont être récupérées par quelqu'un, etc. Mais l'entreprise, elle est passée, elle disparaît. Et puis il y a une autre forme encore de destruction du capital, plus spectaculaire, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est une forme formidable de destruction, de dévalorisation du capital par destruction pure et simple. Une part de la prospérité économique d'après-guerre, elle vient de là. Hein. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On a tout demandé. Et oui. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez vu quel était mon but, c'était de montrer que le système économique capitaliste est porteur de déséquilibre de par son mode de fonctionnement, de par ce que j'appelle sa constitution économique. Il est porteur de déséquilibre, porteur, en fait, il est voué aux crises de manière diverse et variée. La semaine prochaine, je vais faire le Juste avant oui. que tu passes, moi je m'interroge, mais je n'ai pas d'explication. Ce qui se passe au niveau des grandes sociétés multinationales, des supermarchés. Il y a les enseignes qui changent. Donc on a appris Casino qui était en déficit. Là, on voit que Carrefour, ils mettent tout en gestion de franchise, donc avec obligation pour ceux de franchiser. Alors, est-ce que c'est pour blanchir l'argent parce que là, il paraît que Carrefour TNL, c'est un jeune dirigeant, parce qu'il faut mettre quand même de l'argent, et c'est le gérant de Carrefour ici. À Lingossière, il y a un syndicat fort, la CGT, c'est un peu plus problématique. Mais il y a la remise en cause aussi des acquis sociaux, il y a tout ça. Mais quand on voit toutes les marques, Auchan, Intermarché, Carrefour, puis je ne sais plus, il y a un micmac qui s'échange les enseignes, ils se changent les locaux, on a du mal à comprendre. Moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, pas du tout. Mais j'ai eu aucun commentaire là-dessus. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces choses-là, mais j'essaie de rapporter ce que tu dis à toutes les histoires. Quand le groupe Carrefour donc met sous franchise, met sous franchise des établissements. Alors, d'abord, quand le groupe Carrefour est le gestionnaire, propriétaire, gestionnaire, exploitant d'une unité, hein, un hypermarché avec 300 ou 400 salariés. Quand c'est le groupe Carrefour qui est à la fois propriétaire, gestionnaire et exploitant, bon, c'est lui qui doit supporter les coûts de toutes sortes, les risques de toutes sortes. Ça va depuis les approvisionnements jusqu'à la vente, la part de marché locale d'un hypermarché, son fonctionnement, etc. Et puis en passant par la gestion des ressources humaines, etc. Quand le groupe Carrefour, par contre, met sous franchise, alors le détail, c'est là où je ne connais pas le détail parce que je ne connais pas tout ça, mais probablement que
l'exploitant qui est sous franchise, qui est franchisé, l'exploitant, il lui revient à lui de gérer sans doute toute la merde, les approvisionnements, Le personnel. les personnels, la vente, les promotions, ceci, cela, etc. Bon. Et puis, qu'est-ce que Carrefour va lui demander? De lui verser un bakshish tous les trimestres, ou tous les mois, ou tous les trimestres, ou tous les ans, je ne sais pas. Bon, mais il va... C'est-à-dire qu'il loue, non, il faut dire ça comme ça, qu'il loue cette entreprise-là. Voilà. Des personnes, Mais il y a toutes les autres chaînes qui font pareil. Alors, Casino, il y a eu une faillite. Pourtant, c'est un magasin qui. Moi, quand gamin, je travaillais à Casino. C'était à Saint-Étienne. C'était. Je sais pas. Bon, c'est vrai que les prix étaient chers, il y a la concurrence et tout. Mais après, les autres, quand on prend Auchan et Méliès, pareil, ils suppriment, je ne sais plus combien, des centaines et des centaines. Ouais, 3500 salariés. Il y a tout ça. Soi-disant, ils font moins de chiffre d'affaires que les gens consomment plus la proximité. Ça, c'est pipeau, à mon avis. Mais il y a un phénomène où j'ai du mal à comprendre. Je continue dans mon histoire. Quand Carrefour met sous franchise des établissements, donc, quelque part, Carrefour s'extrait de l'économie réelle. Elle se financiarise. Elle se financiarise. Parce que ce qui va faire ses revenus, c'est un prix, je ne sais pas comment on l'appelle, un prix de location ou un prix de franchise, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais Carrefour va engranger tous les 3 mois 500 000 euros et en contrepartie de ces 500 000 euros, c'est peut-être que 100 000, hein. Moi on s'en fout, hein. C'est pas le problème. Mais en contrepartie de ces 500 000 euros, Carrefour va autoriser la personne à utiliser la marque Carrefour, la marque globale sur le devant, mais aussi les circuits. Tous les circuits, bah oui, c'est l'obligatoire. Bien sûr. centrale d'achat. En fait, ils imposent en même temps les circuits, les produits. Les produits Carrefour. Et ne pas avoir les soucis du personnel. Et eux, ils Parce qu'ils récupèrent le taux de profit. Et par contre, Carrefour, tous les 3 mois, il tire le levier de la caisse enregistreuse, 500 000 euros. Mais en même temps, ils décentralisent en quelque sorte sur le marché, ils créent une concurrence interne entre leurs propres. En plus. Ce qui ressemble à ce qui s'est fait même dans des firmes industrielles, à certains égards. La mise en concurrence. Oui, la mise en concurrence, même parfois des équipes internes à la même firme, à la même boîte. Ce qui s'est passé chez Bouygues, par exemple, quand Bouygues faisait encore du bâtiment, des trucs comme ça. Donc, Il fait toujours, hein, les bâtiments. Oui, mais enfin. Et j'ai mis une autre hypothèse par rapport à ça, qu'on peut aussi d'ailleurs, parce que ça correspond à la réalité des entreprises indépendamment de la franchise. Cette hypothèse, c'est que une entreprise qui touche ou qui engrange, là je n'emploie pas les mots justes, hein, mais qui engrange des produits de location, on va dire ça comme ça, ou des loyers, peut-être on pourrait dire loyers, des loyers de franchise. Une entreprise qui touche des loyers de franchise, je suis prêt à parier qu'elle a un régime fiscal bien plus intéressant que quand vous dégagez, quand vous gérez une entreprise et que vous devez dégager un surplus économique. Je suis prêt à parier que les produits qui sont quasi ou parafinanciers, hein, on va dire seulement parafinanciers, parce que le loyer de franchise, si c'est comme ça que ça s'appelle, ce n'est pas de la spéculation, ça relève du contrat. Hein.
Ça relève d'un contrat. Il n'y a pas de spéculation derrière ça. Ce qui se discute, c'est que le niveau du contrat, quel est le fonctionnement du marché qui détermine le niveau de ce contrat, de ce loyer de franchise. Ça se discute. Peut-être qu'il y a des formes non dites de manipulation du loyer. Hein. Mais ça, nous sommes... Déjà, ils font du bénéfice sur... Parce que tout achat de marchandises se passe par eux, c'est obligatoire, donc ils font déjà du profit. Et je trouve que Carrefour, les prix sont très chers par rapport à Lidl, par exemple. Mais moi, ce qui m'interroge, bon, il peut y avoir un groupe, mais quand on voit Auchan, Carrefour, Intermarché, c'est un peu différent, c'est le statut coopératif encore que... parce que je l'ai vu, le patron de U, le discours qu'il tenait, c'était pas tellement du social comme on le présente d'habitude. Mais il y a, alors, fiscalement, certainement, peut-être c'est plus facile de licencier. Pas non, mais ça ne sera pas la réponse. Après, autre chose, moi j'ai la carte passe. Vous savez, le prélèvement, où il se fait en Belgique? Je ne vois pas sur le brevet bancaire. Mais j'ai appris que donc après il y a des, parce que quand même l'Europe elle est quand on voit la Luxembourg, la Hollande et encore plus non, en Angleterre, pas l'Écosse, l'Irlande. Vous avez vu? C'est, je crois, 5% les impôts sur les bénéfices ou 10% qui n'a rien à voir avec... Donc il y a un processus capitaliste là qui s'organise, alors peut-être que c'est moins rentable, parce que regardez, tous ces magasins, ils mettent plein de caisses sans caissier et sans caissière. Il y a tout ça, suppression d'emplois. Enfin, il y a comment je veux dire, le système capitaliste, c'est des grands groupes. Parce que Carrefour, vous en avez au Brésil, vous en avez en Tunisie, vous en avez de partout. Donc ces grands groupes, il doit y avoir chez eux une recherche. Alors soit ils sont en difficulté. Ils se détournent de l'économie réelle. Voilà. Soit ils ont des difficultés financières par rapport à la crise sur la planète, etc. Donc ils s'organisent différemment pour se protéger. Et ils ne veulent pas gérer les licenciements, ils laissent ces problèmes à d'autres. Parce que l'idée s'appelle l'optimisation fiscale. Ah oui, pour moins payer d'impôts, voilà, l'optimisation fiscale. Ben voilà, moi, ça fait un moment que ça me... et j'ai aucune réponse. On va en rester là. Donc, je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez regarder les conférences sur le fétichisme de mai 2024. La semaine prochaine, je vais... pardon, Jean. Oui, donc, juste, il y a différents aspects dans tout ça, mais il y en a qui sont quand même, à mon avis, importants à reprendre un peu. Par exemple, l'histoire de la baisse du taux de profit. Il ne faut pas oublier quand même que quand le capital renouvelle ses machines, en même temps, il accroît la productivité du travail. Bon, ce qui relance la production du profit. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans casse parce que ça déplace des postes de travail et donc ça fout des types au chômage. Bon. Mais ça fait partie aussi de tous ces mécanismes. Et puis alors, il y a deux points. Effectivement, l'image traditionnelle que tu as reprise du capital, c'est production privée et je dirais anarchie du marché. Pour aller, alors, historiquement parlant, ça a posé deux problèmes. D'abord, l'apparition d'un capitalisme d'État, qui n'est pas fondamentalement privé au sens habituel. Et ça a beaucoup embarrassé, y compris les théoriciens socialistes. Bon, les services publics, est-ce que c'est déjà du socialisme quand c'est l'État capitaliste qui le fait?
bon, et même le système de retraite, bon, le socialisme d'État lancé du temps de Bismarck, etc. Bon, par exemple, réaction, où on prendra Auguste Bebel, le leader de la social-démocratie allemande, disait la seule chose qu'on apprend de l'État capitaliste, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ben oui, mais si on suit cette ligne-là, alors lui n'allait pas si loin, mais en France, on y allait. Des gens comme Gued, etc., disaient les services publics, c'est de la merde. Bon, mais ça, c'est très difficile à soutenir. Bon, et donc, cette image, elle doit être corrigée par ce que Marx ne voyait que comme une tendance à son époque, l'immixtion de l'État, comme il dit. Dans un passage du livre 1 du Capital, lui la voit comme une tendance, mais cette tendance, elle est liée aussi à l'apparition d'un capitalisme organisé. Ce qui ne veut pas dire qu'on fout en l'air l'anarchie, etc. On la déplace, on la réorganise, mais on voit apparaître malgré tout un capitalisme capable de s'organiser et on a un sens de se protéger des effets de l'anarchie, du marché, etc. Ouais. Le premier à en avoir parlé, c'est Engels, à ma connaissance. Ouais. Et il a été là encore peu suivi, c'est-à-dire qu'on a répété à l'infini dans le marxisme l'idée d'une anarchie pure et simple du marché, qui, à mon avis, est là largement fausse, parce que ça ne tient pas compte de la capacité des grands trusts, etc., par exemple, à fixer les prix de marché, à les imposer. Bon, tu vois. Donc, je dirais que là, il y a deux choses à reprendre du point de vue des tendances historiques qui modifient un peu le schéma, disons, courant qu'on a du capital. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, ce que tu dis là, le capitalisme qui essaie de se protéger contre l'anarchie du marché, on peut l'envisager du côté du capital et aussi du côté au sein du capital, il y a eu, c'est plutôt comme ça que je vais le dire, au sein du capital, il y a eu une série d'auteurs qui étaient clairement pour le capitalisme, qui ne s'en cachaient pas, qui ont essayé de trouver des façons de se protéger contre l'anarchie du marché. Et dès les années 20, il y a un grand débat qui se développe. Dès les années 20, on peut citer Walter Lippmann, par exemple, et puis donc le boss là-dedans, c'est Keynes, évidemment. Et puis face à Lippmann, Lippmann c'est dans les années 20, mais face à Keynes, il y aura Hayek, évidemment, qui n'est pas du tout d'accord, hein, pas du tout. Mais disons, Keynes c'est celui qui arrive à trouver un modus vivendi sur cette histoire de l'intervention de l'État. Ça, c'est une régulation du taux de profit, par exemple, mais y compris en jouant sur le coût, sur la valeur de la force de travail. Bon, les services publics, en partie, c'est ça. Y compris. Bon, et ce dont on s'aperçoit, toutes ces histoires de refranchisation, etc., c'est aussi une façon de reprivatiser à certains égards, de remettre sur le marché directement, au lieu de faire un taux de profit collectif et moyen, de remettre sur le marché, de remettre dans la concurrence. Je vais donner un exemple complètement con, je m'excuse, il est personnel. Bon, oui, mais bon, je viens de me faire opérer des varices. Alors, formidable, je vais à l'hosto, à la Pitié, une équipe formidable, fabuleuse, tout, je me suis même pas rendu compte que j'étais opéré. Bon, mais le problème, alors là, je n'ai pas payé un rond, hein.
c'était la Sécu, bon, c'est l'hosto. Bon. Seulement, avant, à la Pitié, ils avaient des gens qui faisaient les examens préparatoires à l'opération, lesquels ont été externalisés. Et alors là, paf, j'en ai eu pour 150 €. Alors moi, je suis pas un des plus défavorisés. Bon, bah oui. Bah oui. Et ben voilà, c'est un bon exemple. Bon, Mais sur et alors, l'ensemble. 150 €, j'ai été remboursé de 20 balles. Hein. Ah oui, Mais, bon. mais on parle par rapport à la baisse de profit et tout, et ce qui se passe sur la planète, c'est que depuis peu de temps, 20 ans au maximum, le poids de la Chine sur la planète. Et là, ça leur met, parce que là, le Trump, si on voit, son véritable ennemi, c'est la Chine. Parce que là, le capitalisme traditionnel, il en prend plein la gueule de tous les côtés, et ça continue. Et c'est récent, c'est récent. À condition de considérer que la Chine, c'est pas du capitalisme d'État. Non. Mais ça, c'est autre chose. Non, mais Trump est encore dans cette terme-là. Ouais, mais sur une autre fois, on en parlera. Ça, oui, ça. Je te donnerai une information. Sur le, Comment il fonctionne. aussi sur l'histoire de l'informatique. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un coût énorme à tout ce qui est usage de l'informatique, c'est l'énergie. Et que plus ça va, plus le coût de gestion et donc par exemple des centres, etc., s'aligne sur le coût de l'énergie, qui est colossal. L'eau et l'électricité. Oui, absolument. Et donc là, tu retrouves le capital constant et Et voilà. Donc la semaine prochaine, on va arrêter là. La semaine prochaine, je vais effectuer un mouvement inverse de celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis concentré sur des aspects strictement économiques, ce que j'ai appelé la constitution économique du capitalisme. Beaucoup de ces choses venaient du livre 1 du Capital d'ailleurs. Mais la semaine prochaine, je vais faire le mouvement inverse. La conférence, c'est élargir notre conception du capitalisme pour justement l'inscrire dans des aspects, planétaires en fait, mais aussi sur les questions des interventions publiques, même des aspects tels que la question de la main-d'œuvre des femmes à la maison.